Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis donc Florent Balayer, je travaille chez LinkedIn et je suis vraiment ravi de vous compter aussi nombreuses et aussi nombreux pour évoquer ce sujet passionnant qui est celui de la donnée, qu'on appelle chez LinkedIn l'ère de la Talent Intelligence. J'ai un clicker, bouton vert. Nous allons donc passer 15 minutes ensemble, 15 minutes pendant lesquelles je vais vous partager 3 tendances dans le monde du travail. Et ces 15 minutes, je me suis assigné un objectif. Ça peut manquer d'ambition, mais j'espère au moins y arriver. Et je vais le partager sans plus attendre, de manière très transparente, cet objectif. Il est de vous faire prendre conscience que l'utilisation de la donnée, du traitement de cette donnée pour lui donner de l'intelligence, doit être au cœur de la prise de vos décisions. Pourquoi ? Parce que vous allez le voir dans les tendances que je vais partager tout à l'heure, il y aura un impact très très fort dans la manière dont vous allez recruter vos talents, dont les entreprises vont également fidéliser leurs talents et dont les entreprises vont également devoir faire acquérir de nouvelles compétences à leurs collaborateurs, puisque ça ne vous aura pas échappé, le monde va très très vite. Là, c'est un snapshot, un extrait d'un certain nombre de questions qui paraissent très simples, mais pour lesquelles il est des fois très compliqué de répondre. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans ces questions que vous pourriez vous poser. Et force est de constater que certaines fois, on y apporte des réponses partielles, des fois on n'y apporte pas du tout de réponses, et pire, des fois on y apporte des fausses réponses. Pourquoi ? Parce que l'on manque de données, ou en tout cas, on n'a pas fait l'effort d'utiliser la donnée, de la cruncher, pour la transformer en insight, pour pouvoir y répondre. Et depuis que je travaille chez LinkedIn, ça fait 7 ans maintenant, j'ai la chance d'être au contact quotidien des directions des ressources humaines, ou encore des dirigeants. Force est de constater que ce genre de questions, qui sont de plus en plus précises, sont aussi beaucoup plus récurrentes. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce ne sont pas uniquement les directions des ressources humaines qui se posent ces questions, ce sont aussi les dirigeants. Vous voyez bien que ces questions-là, elles ont un lien avec le recrutement, la fidélisation. Mais qui dit recrutement dit fidélisation de ses employés. Il y a aussi un impact sur le business, et c'est la raison pour laquelle les dirigeants nous posent aussi ces questions. Et je suis aussi heureux de constater depuis 7 ans que je suis chez LinkedIn qu'il y a eu un changement de perception du département des ressources humaines. On est passé d'un « j'ai le sentiment que c'est un centre de coût », malheureusement on l'a beaucoup trop entendu, à « je sais que mes talents sont au cœur de ma stratégie et que ces derniers sont bien ceux qui sont créateurs de richesse pour l'entreprise et pas l'inverse ». Avant d'évoquer les tendances que j'évoquais tout à l'heure, ces 3 tendances, eh bien, il est important, je pense, de redonner un petit peu de contexte de là où nous en sommes aujourd'hui. Si on fait un bond en arrière, dans les années 1870, il y a eu, depuis 1784 exactement, il y a eu jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 4 temps de rupture, 4 temps forts qui ont eu un impact économique, sociétaux et aussi sur le monde du travail. Le premier, c'est lié à la mécanisation. C'est ni plus ni moins que la capacité de production grâce à la mécanique, grâce à la vapeur. Et le deuxième temps fort, 100 ans plus tard, c'est l'électrification. Pareil, la capacité de produire à très grande échelle, de faire des économies d'échelle. Et puis quelque chose qui nous paraît un peu moins lointain et qui nous parle un peu plus, c'est ce qu'on a connu dans les années 1970, c'est le computing ou les langages de programmation ou la capacité des ordinateurs à déjà se parler entre eux, cruncher de la data et restituer cette information. Et enfin, aujourd'hui, c'est très difficile de mettre un mot sur l'ère dans laquelle nous sommes. Si je vais choisir un terme qui est un peu galvaudé, c'est la digitalisation. Alors digitalisation, je vous rejoins monsieur, tout à l'heure on a évoqué, on disait que c'était ni plus ni moins que la réinvention de l'industrie classique, mais avec
des nouveaux process, des nouveaux outils, mais c'est bel et bien des hommes qui exécutent ces process et ces outils. Force est de constater aussi que cette ère de digitalisation dans laquelle nous sommes, elle a une particularité, c'est que la vitesse de propagation ou la vitesse auquel les entreprises doivent s'adapter est beaucoup plus forte que dans les années ou les siècles précédents. Sans plus tarder, voici 3 tendances clés que nous, LinkedIn, avec d'autres partenaires, avons observées dans le monde du travail et qui auront un impact sur la manière dont vous recruterez, dont vous fidéliserez et dont vous ferez apprendre de nouvelles compétences aux collaborateurs. On en a beaucoup parlé déjà, en l'espace d'1 heure et quart, l'intelligence artificielle et l'automatisation. On ne peut pas y échapper. Qu'on soit un consommateur, qu'on soit un employé ou un employeur, nous y sommes confrontés de manière quotidienne. Prenons l'exemple d'Amazon. Qui ici n'a jamais commandé sur Amazon grâce à la recommandation de leur moteur très puissant qui, parce que vous avez commandé un produit A, vous suggère de commander un produit B. Un autre exemple, l'entreprise qu'on connaît tous, surtout les millennials, il n'y a plus de télé chez eux, ils ne regardent que du Netflix. Moi, j'ai regardé, comme 80% d'entre vous, Casa de Papel, lorsque j'ai gardé... C'est vrai ou pas? Oui. Casa de Papel, on vous suggère automatiquement des séries à un contenu à peu près équivalent. Et une fois que vous avez bouffé la série toute la nuit, vous vous levez le lendemain, et là, il y a une bonne nouvelle qui vous attend. C'est que vous allez ouvrir votre application LinkedIn, et le moteur d'intelligence va faire que vous allez trouver le job de vos rêves grâce à cette plateforme qui a été en capacité de cruncher de la data et de vous pousser un job, sans que vous ayez rien demandé à personne, qui va vous pousser le job de vos rêves. Tout à l'heure, on disait que ça pouvait être source de stress. En effet, 375 millions d'actifs dans le monde devront changer de catégorie professionnelle d'ici à 2030. Ce n'est pas LinkedIn qui le dit, c'est McKinsey. Si je veux vous donner d'autres abacs ou compléter cette étude, c'est donc 375 millions, ça représente 15% des actifs dans le monde. C'est énorme. 50%, McKinsey estime que 50% des tâches que nous réalisons aujourd'hui seront d'ici à 2030 automatisées. Et une autre statistique, 47% des jobs que nous faisons aujourd'hui seront très probablement automatisés d'ici à 2030. La bonne nouvelle, c'est qu'un certain nombre de nouveaux jobs vont apparaître. Vous voyez ici, en effet, là j'ai fait un extract des jobs que l'on voit sur LinkedIn qui sont en plus forte croissance. Lorsque j'ai commencé il y a 7 ans, il y a un job que je ne connaissais pas. C'était Data Scientist. C'est arrivé 2 ans après que je sois arrivé, il y a 5 ans. Data Scientist, vous en parliez, on vous prenait pour un fou. Aujourd'hui, qui ne connaît pas la fonction Data Scientist? Dimanche, j'ai regardé un programme à la télé. Je ne suis pas millennial, je regarde Netflix et la télé. Et j'ai vu l'apparition d'un métier. J'étais très surpris. Ça ne vous aura pas échappé, dans les rues de Paris, il y a énormément de trottinettes électriques. Taxify et Lime, pour ne pas les nommer, se partagent le business. Et j'ai vu l'émergence d'une nouvelle fonction, qui l'eût cru, rechargeur de trottinettes électriques. Donc Lime n'a aucun employé, ils font appel à des contracteurs ou à des indépendants qui ont des véhicules utilitaires. Et avec l'application, dans la nuit, ils se déplacent. L'application bip lorsqu'il y a une trottinette à proximité qui est en manque d'électricité. Il ramène chez lui les trottinettes électriques, les branche, se lève à 6 h du matin et le redépose là où il les a trouvées.
Et c'est un vrai métier. Il gagne 3 500 € par mois, ce monsieur. Rechargeur de trottinette électrique. Qui l'eût cru? Dans le mauvais sens. La deuxième tendance, qui est le corollaire de la première tendance que nous avons vue, c'est le skills gap. Kesako. Le skills gap, c'est la dichotomie, ou en tout cas le désalignement entre la demande d'un côté, de la part des entreprises, et l'offre de skills que les individus seraient en capacité de fournir. Comme il y a une appropriation, une adoption de la part des entreprises très très fortes sur des nouveaux métiers, et que notre système éducatif est en incapacité de produire autant de compétences que nécessaire, s'opère ce qu'on appelle chez nous un skills gap. Le World Economic Forum estime que rien qu'à cause du skills gap, et en valeur cumulée, entre 2018 et 2028, la France pourrait perdre 0,5% de PIB, soit un peu moins de 200 milliards, uniquement liés à ce skills gap. L'impact, s'il y a des jobs qui disparaissent, l'avantage c'est qu'il y a aussi des futurs emplois qui n'existent pas. 2/3 des petits Français qui vont à l'école occuperont un job que nous ne connaissons pas. Je ne sais pas si vous avez des enfants, madame. Non? Eh bien, vous ne savez pas, encore moins. Je vais le faire à quelqu'un que je connais. Caroline. Oui. T'en as 3. Il n'y a aucun job que tu connais que tes enfants feront. Pas incroyable, ça? Mais, et donc, il va falloir que les actifs, nous, on s'adapte. Et comment on s'adapte? En se formant, on va apprendre de nouvelles compétences. On est obligé, on n'a pas le choix. Ou alors, on va développer des nouvelles activités ou sociales au sein de l'entreprise. Mais comme l'homme est un animal très malin, il est en train aussi de développer des compétences qui sont très peu reproductibles par l'intelligence artificielle, même si j'ai une petite inquiétude quand j'ai vu que le joueur de poker était capable de se faire plumer par une machine. Et la montée des soft skills, je ne reviens pas dessus, mais vous savez que c'est en effet une tendance de fond et qu'il est très difficilement identifiable par les recruteurs. En fait, on arrive à les identifier, c'est ça leur problème, que uniquement lorsqu'on arrive en phase d'entretien. La troisième tendance de fond, c'est le travail indépendant, et c'est probablement la tendance la plus marquante depuis ces dernières années, puisque c'est drivé par deux choses fondamentales. La première, c'est que les millennials, ces gens qui sont nés entre 80 et 95, vont représenter 75% de la workforce globale dans le monde. Et ces gens, ça ne vous aura pas échappé, ils ont un rapport au travail qui est très différent par rapport à nous. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de sens. Et le travail indépendant leur permet d'obtenir le sens dont ils ont besoin. Et puis, le deuxième facteur qui favorise le travail indépendant, c'est que ça offre aussi beaucoup de flexibilité aux entreprises. 90 millions, c'est le nombre d'indépendants dans l'Europe des 15 d'ici à quelques années. Et donc, les directions marketing, les directions commerciales auraient des outils qui leur permettraient de prédire les ventes, d'analyser le comportement d'un consommateur. Mais par contre, avec toutes ces tendances que nous avons vues, les directions des ressources humaines n'auraient pas le droit, elles, d'avoir accès à de la data pour prendre des décisions avec les tendances que nous venons de voir. On est rentré dans l'ère de la talent intelligence, ça ne vous aura pas échappé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 70% des dirigeants qui considèrent l'analyse des données RH comme étant un des éléments qui leur permettra d'être successful dans le futur.
La moins bonne nouvelle, c'est qu'il y a 8% des directions des ressources humaines qui considèrent qu'elles ont de la donnée exploitable. Une côte, ce brave James, c'est un homme d'affaires américain, il était ni plus ni moins que le CEO de Netscape. Et je suis persuadé que vous vous reconnaissez dans cette côte. Si on a de la data, tant mieux. Si on n'a pas, on aura tous des opinions, mais celle qui primera, c'est celle du CEO. Pourtant, ce n'est pas la data qui manque. Regardez le nombre d'interactions, ça c'est un snapshot de ce qui se passe sur LinkedIn. Regardez le nombre d'interactions, aussi bien du côté employeur que du côté candidat, qu'on peut avoir avec une entreprise ou un candidat. On sait tout de lui, sa location, sa localisation, son niveau d'études, le job qu'il veut faire, est-ce qu'il est en recherche d'emploi, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que, et ça c'est un modèle projeté de ce que nous faisons nous chez LinkedIn pour faire du recrutement, on s'appuie bien entendu sur des données identitaires, mais de manière plus importante, les données relatives à l'engagement. L'engagement, c'est quel appétit j'ai à travailler dans telle ou telle entreprise, comment j'interagis avec le contenu du CEO de Engie, Madame Cochère par exemple. Et vous verrez que j'ai peut-être une certaine appétence ou envie de travailler chez Engie. Merci beaucoup.